Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Eidos. Collection Eidos. Dirigée par Michel Costantini et François Soulages. Comité scientifique international de lecture. Aniko Adam Univ Pasmani PT, Pilis Chaba, Hongrie, Michel Costantini, Univ Paris 8, France, Pilar Garcia Univ Belas Artes de Séville, Espagne, Alberto Olivieri Univ Fédéral de Bahia, Brésil, Panayotis Papadimitropoulos, Univ Ioannina, Grèce, Gilles Rouet, Univ Matej Bel, Banska Bystrica, Slovaquie, Silvia Solas, Univ de la Plata, Argentine, François Soulages, Univ Paris 8, France, Rodrigo Zuniga, Univ du Chili, Santiago, Chili. Série photographie. Philippe Bazin, Face à face. Philippe Bazin, photographie et photographe. Catherine Coinet, sexualité et photographie. Benjamin Deroche, paysage transitoire. Photographie et urbanité. Michel Jamet, photo manquée. Michel Jamet, photo réussie. Anaïs Large, la brûlure du visible. Photographie et sperluette écriture. Franck Leblanc, l'image numérisée du visage. Panayotis Papadimitropoulos, le sujet photographique. Catherine Rebois, de l'expérience à l'identité photographique. Catherine Rebois, de l'expérience à la reconnaissance. Hortense Soichet, photographie et mobilité. François Soulages, dire, photographie et contemporain. François Soulages et Julien Vérac, dire, photographie, médias et capitalisme. Marc Tamisier, sur la photographie contemporaine. Marc Tamisier, texte, art et photographie. La théorisation de la photographie. Christiane Voller, dire, écrit sur image. Sur Philippe Bazin. Série Retina. Manuela de Barros, Duchamp et Malevich. Art et théorie du langage. Éric Bonnet, dire, le voyage créateur. Éric Bonnet, dire, esthétique de l'écran. Lieu de l'image. Michel Gironde, dire, les mémoires de la violence. Bernard Lamizet, l'œil qui lit. Introduction à la sémiotique de l'image. Pascal Martin et François Soulages, dire, les frontières du flou. François Soulages, dire, la ville et les arts. François Soulages et Pascal Bonafou, dire, portrait anonyme. Julien Vérac, art et flux. Une esthétique du contemporain. Suite de la collection et des séries Eidos, page 202. Publié avec le concours de Dédicace à Luther. Préface. La photographie a ceci de passionnant qu'elle ne se laisse pas facilement enfermer dans des catégories. Image fixe, image plate, elle déborde constamment, elle s'évapore, franchit les frontières qu'on lui assigne pour remettre finalement en cause l'idée même de frontières. La photographie présente un côté insaisissable qui oblige l'usager, le critique, le producteur mais aussi le chercheur à des basculements permanents. Entre les formes de réception de la photographie par les usagers, son utilisation par les industries culturelles, la mode, la publicité et son introduction dans le monde de l'art contemporain, il est impossible de lui attribuer une signification et une valeur unies. Elle traverse les espaces, les mondes en se chargeant à chaque passage de sens nouveaux. Elle se situe littéralement à travers champs. Et c'est de ce glissement d'un champ à l'autre que la photographie interroge l'art contemporain, le déplace et déjoue les conventions qui conduisent à son enfermement. En mouvement, d'un usage à l'autre, la photographie se charge de différentes couches de contemporanéité que Benoît Blanchard appelle des moments, celui de l'art contemporain, celui des industries culturelles et de la communication, celui enfin de l'intimité, du tout public. L'objet de cet ouvrage est alors de mettre en rapport l'inscription du médium photographique dans notre contemporanéité, avec la contemporanéité propre au monde de l'art contemporain, page 17. Parce que, comme le note Yves Michaud, la photographie n'est certainement pas qu'un art, son esthétique ne peut pas se définir qu'au travers des conventions du monde de l'art et de son marché. Celle-ci donne l'illusion que ce sont d'abord les institutions qui ont le pouvoir de faire de la photographie un médium artistique par la construction d'une histoire de l'art qui intègre la photographie, que ce sont ensuite les réseaux de l'art contemporain qui, parallèlement à l'action des institutions, intègrent progressivement et sous certaines formes la photographie,
que c'est enfin le marché de l'art contemporain lui-même qui valide cette intégration en appliquant à la photographie ses règles et ses conventions. Accepter mes conditions, accepter mes conventions, semble dire le monde de l'art à la photographie et je vous reconnaîtrai comme artistique. Les contorsions imposées à la photographie pour s'intégrer dans le corset de l'art contemporain et de son marché s'avèrent cependant sclérosantes. Surtout, ne retenir de la contemporanéité de la photographie que sa capacité à faire partie de l'art contemporain conduit à appauvrir fortement l'esthétique de ce médium et son rôle dans la création contemporaine. Un nombre considérable de photographies ont une histoire qui les a fait passer d'un monde à l'autre, multipliant à chaque fois leur signification. Il y a d'abord toutes les photographies prises hors du champ de l'art et qui l'intègrent ensuite. Photographie d'amateur, moment de l'intime, légitimée ensuite dans le monde de l'art comme la marque d'une démarche artistique originale, à l'exemple des images anonymes proposées par la galerie La Lumière des Roses. Photographies publicitaires ou de mode devenues des icônes muséales telles celles réalisées par Kertész ou Man Ray dans l'entre-deux-guerres ou plus récemment celles de Richard Avedon ou d'Helmut Newton. Photographies documentaires ou d'actualité qui entrent en résonance avec les réflexions des artistes plasticiens de même que pour les images d'Atget ou des Becher. Premier lion d'or de la Biennale de Venise attribué à un photographe. Dans le cas de photographies utilisées par un artiste comme élément de sa propre création, anonyme comme chez Boltanski, publicitaire comme chez Richard Prince, les superpositions de signification sont l'essence même de l'œuvre. Et que dire de tous ces photographes qui font de leur expérience intime le sujet de leurs œuvres d'art à l'image de Larry Clark, Nan Goldin ou encore Sophie Calle, brouillant les frontières entre fiction et réalité, création et documentaire. Le parcours des photographies peut aussi les conduire du champ de l'art vers celui des usages sociaux ou industriels, quand, par exemple, une image artistique devient le support de vente de produits dérivés. William Wegman est un artiste qui choisit la photographie comme médium privilégié de son travail, mais qui n'hésite pas à valoriser ce travail au-delà du marché de l'art à travers de nombreux produits dérivés, usant, comme le remarque Benoît Blanchard, de la double signification artistique et sociale de ces images. Warhol, sous cet aspect, est sans doute un des artistes dont les œuvres se promènent le plus à travers champs. Une photographie de Marilyn Monroe devient le support d'une œuvre d'art qui se transforme ensuite en poster et en élément d'une campagne publicitaire. Benoît Blanchard nous propose une analyse très éclairante des enjeux esthétiques, juridiques, économiques, sociaux de ces déplacements. Travailler la photographie, nous dit-il, impose d'avoir conscience de l'incroyable flux dans lequel ce médium s'inscrit. Penser la photographie, c'est la penser dans ses rapports à la peinture, à l'installation, à la performance, à la sculpture, c'est penser en fonction des structures sociales, du tourisme, de la mondialisation, de la communication, de la standardisation et de la liberté. Penser la photographie, c'est se rapporter à tout ce qui n'est pas de l'art, tout en étant au cœur des problèmes artistiques. Page 12. En 8 chapitres, il ne rend pas plus saisissable la photographie mais en nous promenant à travers champs, il invite le lecteur et par suite le spectateur à regarder les photographies à l'aune de leurs différentes contemporanéités. Car en effet, les différentes temporalités de l'image photographique lui permettent d'être à l'arrêt en même temps qu'elle continue sa course, page 194. Finalement, cet ouvrage nous invite à un permanent jeu de l'esprit. Du ça a été de Roland Barthes au ça a été joué de François Soulages. Pas étonnant que le dernier chapitre s'intitule « Du jeu dans l'art contemporain ». Pas si fixe, pas si plate, la photographie. Elle bouge, amusons-nous à suivre sa course. Dominique Sagot du Vauroux. Pourquoi la photographie ? En 1975, pour la première fois dans le New York Times, les expositions de photographie passent de la rubrique loisirs à la rubrique art. Inversement, 35 ans plus tard, la rubrique art du monde devient une sous-partie de la rubrique loisirs, dégradant avec elle la section dédiée à la photographie. Ce décalage éditorial peut passer inaperçu, mais il souligne à quel point les positionnements relatifs du monde de l'art contemporain et de celui de la photographie sont importants et aujourd'hui encore épineux. Ils posent problème. À travers eux, c'est le rapport de l'image à l'art qui se noue. On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure le vocable « photographie contemporaine » a un sens. Cette persistance est pour le moins étrange. Elle apparaît comme le symptôme d'une irrésolution, d'une invraisemblance qui ne cesse de complexifier nos rapports aux images.
Citant d'un point de vue paradigmatique qu'historique, le qualificatif contemporain peut continuer à trouver une légitimation. Dans le langage de l'art contemporain, il sonne comme une justification. Car si l'on parle couramment d'art contemporain, aujourd'hui personne ou presque ne parle de peinture contemporaine, de sculpture contemporaine et encore moins de vidéo ou d'installation contemporaine. Que ces pratiques soient contemporaines semble aller de soi. Or, les choses sont différentes pour le médium photographique. Une dichotomie s'opère entre les pratiques. Et pourtant, rares sont les artistes de ces 30 dernières années n'ayant pas eu recours à lui. Les fonctions indicielles et organisatrices du sens sont manipulées par tous, mais il y a toujours, d'une part les photographes, les praticiens de ce médium qui continuent à verbaliser le caractère contemporain de leur travail, comme s'il n'était pas évident, parlant ainsi de photographie contemporaine et d'autre part, les artistes qui eux emploient la photographie dans leur pratique, parfois de manière centrale comme c'est apostrophe. Et le cas de Christian Boltanski ou Thomas Hirschhorn, et pour lesquels la qualification contemporain s'applique sur leur personne et non sur leur médium. Tout semble alors indiquer que si la photographie est au cœur de la création contemporaine, les photographes sont eux en marge de l'art contemporain. Or il est réducteur de discriminer d'un seul coup les pratiquants de la photographie au profit des objets de leur production, comme si, coincés dans des problématiques propres aux arts industriels, les photographes n'étaient pas propriétaires des qualités artistiques de leur médium. Le monde de l'art contemporain institutionnalisé continue à buter sur la photographie en tant que pratique, alors qu'en tant que matériau elle est parfaitement intégrée, laissant l'acte photographique dans l'ombre, entouré d'une ambiguïté, un soupçon bien présent. Soupçon d'ailleurs ancien et profondément intégré dans les habitudes et les multiples usages qui font de la photographie un médium terriblement complexe, poussant dès les origines ses observateurs à contourner la question de l'image pour aborder celle, simple et circonspecte, de l'outil. Solution de contournement que les artistes eux-mêmes reprennent parfois à leur compte. Quand Gina Pan déclare lors d'une interview que la photographie est son pinceau, elle souligne bien qu'elle ne perçoit pas la photographie comme son médium mais comme un outil, elle reste contingente. Pourtant, tout à la fois médium conceptuel, esthétique, documentaire et interrogatif sur les images, en tant qu'entreprise subjective, parfois imperceptible, et en tant que reflet des comportements médiatiques et culturels, la photographie est au cœur de l'art contemporain. En s'y enracinant, ces pratiques remettent en question toute production artistique et participent, selon la formule de Nelson Goodman, à la transition de la question « Qu'est-ce que l'art ?», à la question « Quand y a-t-il art ?». De même que de manière presque inaugurale, les radiogrammes de Man Ray dépassent l'usage de la photographie comme enregistrement performatif pour aller vers l'enregistrement comme condition d'existence de l'art. Le plus anodin des portraits est pour Roland Barthes la source en puissance de déclenchement esthétique et théorique parfaitement insoupçonnée. Associé à d'autres pratiques, le médium photographique offre des possibilités nouvelles, aussi nouvelles que le sont les nouveaux médias. Ce n'est pas un hasard si la photographie est avec la vidéo, l'outil privilégié des artistes de l'éphémère, performance, publication, distribution. Elle donne corps à l'œuvre qu'elle capte. En étant le dernier appendice, elle stabilise l'image, elle lui donne une forme physique et une temporalité. Pourtant, quand en 1992, Raymond Moulin aboutit à l'analyse selon laquelle la valeur de l'art contemporain se construit à l'articulation du marché et du musée, Or, si la pertinence de cette étude est établie, il est permis d'en ouvrir le champ notamment quant au rôle que jouent au-delà des artistes, les usagers d'un médium. Question qui peut facilement être dépassée quant à la peinture ou la sculpture, mais qui pose un vrai problème quant à la photographie ou la vidéo. Ce que nie le marché de l'art,
ni les institutions ne peuvent nous apprendre sur le rapport art et photographie, doit peut-être être envisagé dans un élargissement de la recherche des phénomènes de légitimation des usages du tout public. Un élargissement qui permettrait de comprendre la dimension éminemment sociale de ces médiums, dimension qui ne saurait disparaître dès lors qu'ils sont utilisés par les artistes. Or, depuis la mise en place des politiques de démocratisation de l'art, la médiation produite par les institutions a, tout en le rendant plus abordable, renforcé la frontière séparant le monde de l'art contemporain du public, public dont le vocable de grand public permet d'être aussi large que lâche. L'articulation de la monstration avec la consommation s'est ainsi mise en place en construisant un rapport d'offre et de demande à la frontière du monde de l'art contemporain. En effet, plus l'art obéit à des logiques intéressant prioritairement les artistes et les spécialistes, plus il tend à se couper des amateurs et du grand public. C'est donc tout particulièrement cette frontière qui sera le lieu de notre recherche. Parce que notre hypothèse est que l'esthétique de la photographie se construit non pas à l'intérieur du monde de l'art contemporain, mais à travers lui. Car travailler la photographie impose d'avoir conscience de l'incroyable flux dans lequel ce médium s'inscrit. Penser la photographie, c'est la penser dans ses rapports à la peinture, à l'installation, à la performance, à la sculpture, c'est penser en fonction des structures sociales, du tourisme, de la mondialisation, de la communication, de la standardisation et de la liberté. Penser la photographie, c'est se rapporter à tout ce qui n'est pas de l'art, tout en étant au cœur des problèmes artistiques. Les phénomènes artistiques sont aussi souples et fluctuants qu'ils sont délicats à circonscrire en dehors des normes émises par le monde de l'art contemporain. D'autant plus que ce monde de l'art se caractérise par un fonctionnement circulaire et tautologique, propulsé par des prophéties autoréalisatrices où quand les hommes définissent des situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. Les œuvres y ont la valeur que leur confèrent les conditions dans lesquelles elles sont produites, exposées et donc perçues. On peut parfaitement transposer aux œuvres d'art les travaux de John Langshaw Austin. Le caractère performatif des discours et des commentaires est aussi important, sinon plus, que les actes mêmes. L'œuvre existe parce qu'elle est énoncée, et dans une certaine mesure, les conditions d'existence des œuvres existent parce qu'elles sont énoncées. Le marché de l'art et les institutions sont eux aussi des énoncés, des valeurs contrastives autant qu'ils sont des opérateurs de cette valeur. Le rôle essentiel qu'ils jouent dans les processus de légitimation des productions artistiques tient à cette double capacité d'être tout à la fois actif et passif. Pourtant, leurs rôles ne sont valides qu'à l'intérieur du monde de l'art contemporain. En tant que prescripteurs, ils n'ont de pertinence absolue que si l'on accepte de se positionner dans le maillage de ce monde de l'art. Et c'est en particulier cette caractéristique qui rend aussi essentielle la frontière qui l'enserre. Au-delà, rien ni personne ne peut affirmer la qualité artistique d'un objet s'il ne correspond pas à une doxa extrêmement réduite. Doxa qui, en ce qu'elle est une adhésion aux relations d'ordre qui, parce qu'elles fondent inséparablement le monde réel et le monde pensé, sont acceptées comme allant de soi, s'oppose aux fluctuations esthétiques des images. La multiplication des études et des débats sur la place de la photographie laisse à penser que tant que les observateurs ont cru que la photographie était fondamentalement différente, et relevée d'une esthétique à part, la photographie a été à part. L'analyse greenbergienne des médiums particulièrement présente à partir des années 1940 est l'une des raisons de cette distinction. Mais elle le fut aussi parce qu'elle était partout ailleurs. La photographie a été un fait social, industriel, médiatique et donc culturel fort, construisant des esthétiques propres bien avant et bien au-delà de la perception qu'en a eue à ce moment le monde de l'art et bien après encore. L'apparition de nouvelles formes de création dans les années 1970, qui ont mis à contribution la photographie, a commencé à redresser cette perception pour, dès la fin des années 1990, rendre ce médium totalement incontournable pour le monde de l'art contemporain. Cette décennie, qu'accompagne la conclusion de Rosalind Krauss, impose la photographie comme la référence indépassable pour tout artiste. À présent, toute œuvre d'art se positionne par rapport à la photographie. Les mécanismes institutionnels et marchands ont pu alors faire leur œuvre, s'étendant de manière rétrospective et prospective pour construire une valeur artistique pour les productions photographiques. Mais ces deux mécanismes se sont heurtés à une difficulté nouvelle, la forte résilience des pratiques photographiques en dehors du monde de l'art,
une double résilience, d'une part des usagers de ce médium, dès lors positionnés en tant que public, passant donc d'un rôle actif à un rôle passif, et d'autre part de l'industrie culturelle, dans laquelle le médium photographique est un outil de généralisation et d'uniformisation. Il en ressort que le médium photographique a fortement perturbé les modes de perception des œuvres d'art, des conditions et des préalables, de leur monstration et de leur commercialisation. L'icône artistique, autrefois close par le monde de l'art contemporain, est mise en concurrence avec l'idole médiatique, intrinsèquement instable et versatile. Inversement, le flux médiatique, devenu une forme de création et un vecteur de mobilité pour l'art contemporain, voit ses propriétés communicantes mises en question. Il y a donc une discontinuité entre la photographicité en tant que condition de l'art contemporain et la photographicité en tant que condition de perception du médium photographique, perception qui se caractérise par une multiplicité d'approches, toutes normées par les conditions dans lesquelles l'image est appréhendée. Cette multiplicité propre à la photographie est difficilement compatible avec la normalisation de la production photographique imposée par le monde de l'art contemporain, et tout particulièrement par son marché. Or, la photographicité est multiplicité, et c'est dans cette dimension, par-delà les frontières, que s'épanouissent les véritables enjeux du médium photographique. La situation dans laquelle se trouve la photographie dans le monde de l'art contemporain est continuellement hybridée. Elle est à la fois un objet, une image, une méthode, une pratique. Ces photos, ces images souvenirs que les gens accrochent ou posent chez eux, sont en fait des images légitimes que nous utilisons parfois en art et dont nous faisons peut-être des objets illégitimes. À l'instar de Gerhard Richter, on peut dès lors se demander si c'est réellement la photographie qui a intégré le monde de l'art contemporain, ou si c'est ce monde de l'art qui s'en est saisi pour répondre à certaines demandes, si la photographie n'est pas simplement un monde, une commodité pour celui-ci. Comme si l'outil avait pris le pas sur l'image, que l'objet de consommation qu'est la photographie avait été simplement utilisé pour son plus simple appareil. On renverse alors le problème, et on envisage la présence de la photographie dans les institutions et sur le marché de l'art comme un contre-coup du relativisme culturel et de l'hyperdiffusion de la pluralité des objets esthétiques. Noyée dans la nuée qui remplit et sollicite le quotidien, la photographie se distinguerait par la résistance qu'elle a longtemps opposée au schéma du monde de l'art contemporain. Car si, au lieu de se demander comment et pourquoi la photographie a fini par intégrer les réseaux de l'art contemporain dans le tournant des années 1990, comme le démontre le travail de Nathalie Moreau et Dominique Sagot-Duvauroux, si, au lieu de s'étonner du temps qu'a pris ce processus dans le développement d'appartenance au monde de l'art, d'y voir un retard, on s'interroge sur le fait que la photographie n'ait pas pénétré le monde de l'art comme nous le présupposions, mais elle n'est fait que céder au monde de l'art, après avoir été insaisissable pendant plus d'un siècle et demi, alors le monde de l'art n'est plus qu'un simple épiphénomène pour la photographie. D'ailleurs, Dominique Sagot-Duvauroux conclut : non, la création photographique contemporaine n'est pas soluble dans le seul marché de l'art contemporain. Car l'intersection entre la photographie et le monde de l'art contemporain ne suppose qu'une petite partie des possibilités propres à la contemporanéité de ce médium. La consécration marchande de ce médium n'est que le reflet de la réussite de la mise en norme d'une pratique photographique, et non pas la réussite de la photographie. Le devenir art des images produites par le médium photographique ne peut être résumé au mécanisme de valorisation croisée des marchés et des institutions. Pour autant, considérer le médium photographique et la photographicité comme un monde que le monde de l'art contemporain institutionnalisé ne fait qu'intégrer est vain. Parce qu'en tout état de cause, ce serait encore une fois se couper d'un moment essentiel à la photographie. Toute photographie est artistique et en même temps toute photographie peut être perçue comme non artistique. Simultanéité qui se complète dans la compréhension des caractéristiques médiatiques et sociales, culturellement et industriellement, de la photographie. La photographie contemporaine doit être comprise en tant qu'expression d'un triple moment, artistique, médiatique et social, construite par les conditions de perception de l'objet photographique. La multiplicité de la photographie ne sera donc pas comprise ici comme un fil que l'on tentera de dérouler, mais comme un tissu dans lequel la pensée se déversera par triangulation des sujets et des objets d'étude. C'est parce qu'il nous semble indispensable de réfléchir et d'avancer comme avancent les images autour de nous,
que nous adoptons cette méthode. Et de même que l'information ratisse presque aveuglément, que l'image est envoyée et dispersée, spammée, qu'elle rebondit comme une bille dans un flippé, il est essentiel pour cette étude de ne pas avancer en ligne droite, mais en suivant les remous de la pensée. Ce travail n'est donc pas d'ordre strictement esthétique, mais se positionne à la confluence de celle-ci avec l'histoire de l'art, la sociologie de l'art et l'économie. Et ce, non pas pour proposer une superposition de cartes, économiques, institutionnelles ou sociales de la photographie, mais pour penser leurs interactions dans un contexte de monde de l'art contemporain globalisé, où les frontières ne sont plus géographiques mais socio-économiques. Le monde de l'art est un réseau où, en dehors des œuvres, seules les institutions et les espaces de vente ont une existence physique. De même, cette recherche est confrontée aux différentes formes de la photographie, à ses présupposés et à ses limites. Elle est envisagée dans un spectre allant de la photographie artistique à la photographie d'artiste, et de la photographie d'amateur à la photographie médiatique. Art, sans art et non-art doivent être abordés selon leur convergence. Il sera ici question de monde de l'art, de champ d'action et de réseau, dans la perspective de leurs interactions dans un même faisceau de moments. Dès lors, par-delà les raisons propres au monde de l'art contemporain, l'enjeu de cet ouvrage est de mettre en rapport l'inscription du médium photographique dans notre contemporanéité avec la contemporanéité propre au monde de l'art contemporain. Et de même que chaque objet est une œuvre d'art en puissance, de même que les conditions de monstration ne déclenchent le contenu des discours sur l'art qu'à l'intersection de l'intelligible et du sensible, de même que le rôle de l'artiste est constamment de construire des mondes de l'art et non pas un monde de l'art, une photographie peut être une œuvre d'art tout comme elle peut être l'objet d'une œuvre d'art, la condition d'une œuvre d'art ou inversement la condition du sans-art. Chapitre 1 À la frontière du monde, de l'art contemporain. Le nom qu'on leur donne et le lieu où l'on situe, la démarcation n'ont qu'une importance relative. Ce qui importe avant tout, c'est de bien voir qu'ils sont arbitraires car dans la réalité ces niveaux sont très divers et se répartissent sur plusieurs axes. Howard S. Baker. La photographie est un creuset pour la pensée. L'image, l'objet, le papier, les processus d'apparition, de fixation et de disparition sont autant de transformations, voire de transfigurations, propres à déclencher l'écriture et les flux d'association et de connexion sous-jacents à tout débat, tout développement, toute construction théorique. La bibliothèque du théoricien de la photographie s'en trouve innombrable. En moins de 2 siècles, le médium photographique a soulevé de nouveaux enjeux, consolidé ses contradictions, remis en cause ses facilités et réinventé le regard sur l'image. De la simple comparaison, opposition à la peinture, elle a mis en chantier une pensée théorique neuve, distanciée et intime à laquelle se sont articulées des pratiques et des positionnements variés recouvrant le domaine de l'art contemporain depuis son cœur jusqu'à sa périphérie. Dès lors, aborder le sujet au sein du milieu artistique contemporain demande de poser le problème de la délimitation de ces objets et de ces acteurs, de leurs caractéristiques et de leurs interactions. Question ancienne pour la sociologie de l'art et dont Roger Bastide retrace la genèse et les différents embranchements de Durkheim, Spencer et Taine à Lalo, Faucillon et Bourdieu, puis Moulin et enfin Baker. Le problème posé par l'art contemporain trouve l'une de ses plus éloquentes formulations dans la proposition de ce dernier, avec la notion de monde de l'art, notion qui recouvre l'étonnante diversité des domaines d'interrelation qui donnent à ce monde ses bords et ses limites. Il s'agit d'une approche matérialiste du phénomène, centrée sur les déterminations sociales au sens large et qui aborde l'art en étudiant le goût, le sujet qui juge, le système social qui organise ses jugements. Depuis cette perspective, il est possible de percevoir l'étendue des pratiques artistiques, domaines qui s'étendent autant dans l'inframince qu'ils s'érigent en industrie culturelle. Alors, frayer avec l'objet artistique et les personnes qui l'entourent, c'est se pencher sur l'ensemble du problème, c'est prendre en compte la mathématique de l'art et de l'argent, suivre les ramifications du dialogue, des contenus et des réseaux, observer le jeu d'équilibriste que le modèle économique et la création de masse opèrent en permanence. Monde de l'art qui échappe au regard de l'observateur quand il l'aborde de trop près, et inversement dont il perd de vue les détails et les chemins de traverse qui en font toute la finesse quand il prend le recul nécessaire pour en mesurer l'étendue. Poser la question du monde de l'art contemporain, c'est avant tout rencontrer le problème des mondes de l'art. Problème qui fait apparaître en son pourtour, lorsqu'on se le figure, une frontière.
Une frontière invisible, mais palpable, sociale et culturelle, une frontière dont chaque élément participe à la conscience, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce monde est régi par des rapports complexes et fonctionne essentiellement en vase clos. Frédéric Martel en fait l'expérience durant l'écriture de Mainstream, une exploration du milieu de l'industrie culturelle de masse, où il se déplace par cooptation, de proche en proche, rencontrant et interviewant parfois à plusieurs reprises plus de 1250 personnes dans pas moins de 30 pays. La liste des entreprises et des personnalités rencontrées est impressionnante. Il y en a tant que parfois, le livre achevé, celles-ci ne sont plus en poste, décédées ou ayant tout simplement changé d'activité. Bien sûr, il y a une cohérence dans le roulement qu'observe l'auteur. Les interrelations qu'il soulève et le maillage des enjeux qu'il suit de proche en proche donnent un aperçu de l'immensité du tissu culturel mondial. Pourtant, ce parcours n'a de sens que dans la mesure où l'on comprend qu'il aurait pu durer indéfiniment, et le faire revenir sur ses pas dans les mêmes lieux, d'une année à une autre, qui lui ferait revoir les mêmes personnes, mais vêtues de nouveaux habits, impliquées dans d'autres stratégies, correspondant à de nouvelles fonctions avec de nouveaux objectifs, entendre deux discours différents de la même personne, puis les mêmes d'autres interlocuteurs encore et encore. L'auteur aurait pu continuer longtemps son chemin sur le dos de ce serpent qui se mord la queue. Les mondes de l'art, tels qu'il les arpente, forment un puzzle mouvant où chaque individu est relié à ses prochains comme les mailles d'un tapis roulant. Lien qui pérennise la structure en la rendant endogame. Ainsi, le monde de l'art contemporain est constitué d'intervenants reliés entre eux, formant des cercles concentriques dont l'essentiel de la croissance procède de la même manière que les anneaux des arbres, en allant du cœur vers l'extérieur. Du concours d'entrée dans les écoles d'art à la consécration marchande et institutionnelle, de la Biennale de Venise à la Documenta de Cassel, des cimaises des plus grands musées du monde aux espaces d'exposition les plus exclusifs, en passant par tout un panel de collaboration avec des marchands, des conservateurs, des commissaires d'exposition et des théoriciens, un très grand nombre d'acteurs et de facteurs viennent encadrer et parfois dévier la trajectoire des artistes. Chacun de ces participants au grand jeu de l'art contemporain, que décrit Nathalie Heinich, quel que soit son poids et l'amplitude de son rayon d'action, s'affaire à se singulariser tout en affirmant sa pleine adhésion au monde de l'art. L'un des éléments clés pour le comprendre est justement de se départir de l'idée que chacun des corps est en lutte avec les autres pour imposer sa propre vision de l'art. Au contraire, tout concourt à ce que le monde de l'art contemporain reste uni. Ce monde est à la fois homogène et hiérarchisé, diffus et cloisonné. Cette double caractéristique lui donne ses évidences et crée les incompréhensions auxquelles se heurtent la plupart des observateurs. Il s'étend sur des domaines très variés, tous reliés et séparés. De l'art à la politique, de la bureaucratie à l'économie de marché, il peut être abordé par autant d'approches, esthétiques, historiques, sociologiques, économiques, médiatiques. Les délimitations et les frontières de ces différents champs d'action au sein de la société sont très dissemblables selon qu'on les désigne de l'intérieur ou de l'extérieur. Howard Baker évoque la difficulté et l'inutilité d'un exercice qui se donnerait comme fin d'établir des démarcations franches. Le nom qu'on leur donne, les mondes de l'art, et le lieu où l'on situe la démarcation n'ont qu'une importance relative. Ce qui importe avant tout, c'est de bien voir qu'ils sont arbitraires, car dans la réalité, ces niveaux sont très divers et se répartissent sur plusieurs axes. La définition de ces frontières est pourtant indispensable à la compréhension des relations entre l'art et la société. Mais d'un point de vue strictement théorétique et structurel, elles sont à nuancer. Leur trace, plus que leur présence, indique les lieux d'enjeux particuliers pour le monde de l'art contemporain. Or, dans un monde où transgression, décloisonnement et transdisciplinarité sont devenus des enjeux de création, les lignes de front et de repli sont constamment manipulées. Ces zones de partage et de démarcation dans les mondes de l'art n'ont d'intérêt théorique qu'en ce qu'on comprend que dans la pratique elles sont creuses. Par-delà le monde de l'art contemporain. Ces zones de partage, ces limites et ces ponts symboliques remplissent aussi un rôle concret. Les discours sur l'art contemporain, à travers ceux tenus par les artistes et les médias artistiques et culturels, sont alimentés par l'affichage de la volonté d'inscrire l'art dans la société, au même titre que celle de revendiquer à la société son statut de terreau essentiel aux pratiques artistiques. En cela, les barrières entre haute culture et lieux communs sont des éléments structurants. Tout en signifiant une impossibilité,
Elle jette des ponts au-delà des mondes de l'art contemporain. Les institutions artistiques insistent tout particulièrement sur ce point car il s'apparente à l'une des missions essentielles de ces appareils, la concentration en un même endroit de l'art contemporain et du public profane. Les institutions constituent un réseau de bornes, espaces tampons, qui concentrent les échanges avec le continuum des publics, en étant à la fois des lieux d'expérimentation et d'ouverture à de nouveaux artistes, et des lieux de consécration et de préservation. De par leur positionnement complexe, faisant coïncider les fonctions de tremplin et de sanctuaire en tant que lieu de conservation, les institutions d'art contemporain sont structurellement des espaces en devenir. De même, elles ont un rôle éminemment stabilisateur. Elles sont des repères visibles de la pérennité de l'art. Elles canalisent les flux d'accès à la culture en mettant en place des systèmes de scénographie spécifiques, dans lesquels le face-à-face œuvre publique est fortement contextualisé. La mécanique du roulement des expositions temporaires et des accrochages tournants des collections permanentes permet de proposer au public une offre variée créant un sentiment d'échange entre le monde de l'art et lui. En occupant le terrain de la rencontre, les musées promettent et accompagnent les chocs esthétiques. Ces mécanismes, que l'on peut aussi bien aborder du point de vue des objets que de celui de ses participants, reposent pour la plupart sur des conventions admises par l'ensemble de la population. Elles convergent vers la certitude que les formes présentées dans les musées et les institutions, quels que soient leurs matériaux, sont des œuvres d'art. Pour cela, une mise à distance entre ces objets et le public s'impose. En mettant en place les œuvres dans un contexte normalisé et uniformisé, les centres d'art contemporain participent à la création de cette distance essentielle à une perception stable des œuvres. Du point de vue du grand public, cette stabilité permet de désigner les objets proposés, indépendamment de leur nature, de leur forme et de leur origine, comme de l'art contemporain. À ces normes, qui encadrent les rapports du public à l'art, répond une doxa artistique qu'Anne Coquelin décrit et organise en 4 moments: le désintéressement, la neutralisation, l'unique et la communication, chacun décrivant les attentes tacites et autoreproductrices du public vis-à-vis des œuvres, des artistes et des conditions de leur présentation. Or cette doxa, qui ceinture les regards extérieurs dans une forme de stabilité, est en apparente contradiction avec les velléités expansionnistes d'un art contemporain qui tente à se superposer à la société. Pour autant, elle contribue à en pérenniser la position. Le public, tout en étant l'un des éléments centraux dans la mécanique de subvention publique de l'art, en sa qualité de destinataire privilégié des politiques culturelles, n'en est pas moins une variable d'ajustement voire d'expérimentation pour les œuvres et les domaines d'exploration de la création contemporaine, en atteste le nombre d'œuvres, interactives ou non, fonctionnant sur la base du rapport au spectateur. En cela, la doxa canalise rationnellement le public, elle est un ordre social, un conformisme logique ou, comme le développe Bourdieu, l'orchestration des catégories de perception du monde social qui étant ajustée aux divisions de l'ordre établi, et par là, aux intérêts de ceux qui le dominent et commune à tous les esprits structurés conformément à ces structures, s'impose avec toutes les apparences de la nécessité objective. Dans la fameuse équation de Raymond Moulin, le facteur du public n'entre pas en ligne de compte. Implicitement, l'auteur souligne qu'il ne s'agit pas de savoir combien de personnes ont vu et apprécié une œuvre pour qu'elle entre au panthéon de l'art, mais de savoir où et par qui elle est vue quand elle est achetée. De cette manière, Raymond Moulin explique que dans le monde de l'art contemporain, le regard qui importe est le regard de celui qui achète quand il est en relation avec celui qui montre. Il y a un duopole du regard qui, s'il n'exclut pas les autres regards, le grand public n'est pas empêché de se mêler à l'admiration, ne leur permet pas de construire l'œuvre, ils ne la font pas. La valeur artistique d'un objet d'art est déjà faite quand il arrive face au regard du public. Ainsi, dans un contexte institutionnel, tous les regardeurs ne font pas le tableau, ou tout du moins n'en ont pas la nécessité puisqu'il n'est plus à faire. Il a déjà été pensé et légitimé, Duchamp est désavoué par l'institutionnalisation de ses recherches. La fragilité du système, la photographie. Mais alors, comment le monde de l'art peut-il penser le photojournalisme, dès lors que les images qu'il produit sont tout publiques, et qu'elles sont tantôt... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.